Bienvenue à ce numéro du débat du dimanche. Le report du premier tour de la présidentielle du 7 au 28 juillet, la main tendue du président de la République au MNLA et puis les heurts entre policiers et salafistes en Tunisie seront les principales articulations de cette émission. Pour aborder ces thématiques, Adama Dramé du journal Le Sphinx, Alexis Calambri des Échos et Serge Daniel, journaliste et écrivain. Mahamadou Kamara du journal du Mali.com va nous rejoindre en cours d'émission. Mais déjà, le premier thème, 3 milliards 250 millions d'euros, c'est la somme mobilisée par la communauté internationale pour la reconstruction du Mali. C'était mercredi dernier à Bruxelles lors de la conférence des donateurs. Nous écoutons ici deux réactions, celle des présidents François Hollande et Dioncounda Traoré à l'issue de la rencontre. Merci pour les mains tendues et vive la coopération entre les peuples, vive la fraternité et la solidarité entre les hommes. Je vous remercie. Ce chiffre, néanmoins, nous engage, nous les donateurs. Mais il revient aussi aux Maliens de respecter les engagements pour la réconciliation, pour la sécurité, pour l'état de droit et pour la bonne gouvernance. C'est un contrat que nous passons ensemble, un bon contrat. Voilà un bon contrat. Adama Dramé, le Mali attendait moins de 2 milliards, il a eu 3 milliards 250 millions. Bruxelles a largement dépassé les attentes, les Maliens surtout. Ça veut dire qu'on a toujours conservé le capital de sympathie que les Occidentaux ont toujours eu pour ce pays-là. Après la révolution de mars 91, c'était le même engouement. Je crois que dans la foulée, on a continué. Le dernier gouvernement d'ATT avait pu engager, lors de sa dernière table ronde, de 2000 milliards et quelques francs CFA. Donc ça veut dire que l'engouement continue et c'est à nous d'en faire bon usage, c'est tout. 15 mai, une autre date capitale pour le Mali, Alexis. Après le 11 janvier, c'était une intervention militaire pour sauver le Mali. 15 mai, une intervention économique pour aider à la reconstruction du pays. Oui, je pense que, comme Adama l'a dit, il nous faut transformer l'essai, mais également, ça montre une cohérence dans la démarche. C'est-à-dire, on sait à quel niveau nous sommes, on a identifié qu'est-ce qui nous a amené là, mais il faut être assez réaliste et dire que l'argent collecté, on peut dire qu'il y en a de trois sortes. C'est vrai, il y a des dons, il y a des prêts, mais il y a des reports parce que avec la crise, des coopérations avaient été gelées, donc certains ont juste annoncé ces montants-là, ils ont débloqué. Donc, mais dans tous les cas, c'est vraiment la communauté internationale qui met la balle dans notre camp en disant on vous accorde un crédit, voilà. Serge Daniel. Non, mais c'est très important ce qui s'est passé à Bruxelles, mais ce ne sont pas 3 milliards qu'on met cash à la disposition du Mali, c'est beaucoup plus complexe. Il y a, Alexis le disait tout à l'heure, les intentions, il y a les reports de financement, les financements qui étaient bloqués à l'époque, qui sont décaissés, mais ensuite, François Hollande l'a dit tout à l'heure, il y a les conditionnalités. C'est-à-dire que ça va dépendre de comment le gouvernement de transition va fonctionner, ça va dépendre des programmes qui seront concoctés, ça va dépendre du dialogue, on en reparlera tout à l'heure avec les forces dans le Nord, mais effectivement, c'était une belle journée à Bruxelles et vous l'avez vu sur les images. Oui. Okay. Mahamadou Kamara, par rapport à la conférence des donateurs. Oui, on peut parler de succès pour la diplomatie malienne. On attendait effectivement 2 milliards et on a eu beaucoup plus. Je dis succès pour la diplomatie malienne parce que tout ça s'est préparé largement en amont. C'est pas du jour au lendemain qu'on a sollicité les pays pour qu'ils participent à l'effort de reconstruction nationale. Mais moi, je dirais que cette conférence et les attentes qui ont été réalisées doit être mise en lien avec la guerre qui a commencé depuis janvier. C'est-à-dire qu'il aurait été assez bizarre pour les amis qui sont venus aider le Mali de repartir une fois les djihadistes vaincus sans aider le Mali à reconstruire son économie, sa société, son éducation, sa santé. Donc je dirais que c'est lié, c'est un petit peu normal que les pays qui sont venus nous aider continuent cette aide, cette fois-ci sur le plan économique. Cela dit, pour rebondir sur ce qu'ont dit Alexis et Serge, en effet, il y a des conditions. Ça n'est pas un chèque en blanc.
Les conditions, c'est la bonne tenue des élections. Les conditions, c'est le retour de la paix dans le Nord, le retour définitif à travers une discussion, une réconciliation nationale avec certains compatriotes. Et c'est aussi, justement, la bonne gestion de ces fonds. On a parlé d'une loi contre l'enrichissement illicite, la fin de l'impunité, etc. Voilà, donc beaucoup de conditions qui, à mon avis, seront davantage du ressort du prochain pouvoir. Ok, Alexis parlait de cohérence, on ne le dit pas assez, on ne le voit pas très souvent sur les images, mais il y avait une solidarité des pays voisins du Mali, des chefs d'État qui étaient là, du Niger, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire. C'est de bon augure, la solidarité sous-régionale pour soutenir, accompagner le Mali. Oui, c'est toujours cette cohérence dans la démarche. C'est ceux qui ont été là depuis le départ avec nous, qui ont épousé nos problèmes, qui ont compris que ça peut déteindre sur eux et qui apprennent également au moins à gérer, à mobiliser, parce que c'est important la démarche et la pédagogie qu'il y a. Mais en même temps, c'est vrai, ça n'a pas trop... Mais le grand problème au Mali, c'est toujours, et c'est incompréhensible, c'est la capacité d'absorption des crédits. Donc là, c'est inimaginable. Je pense que c'est les lourdeurs administratives qui font toujours que chaque fois qu'il y a des fonds mobilisés pour le Mali, faute de pouvoir les consommer, ça retourne. C'est inexplicable dans le contexte malien. Donc je pense qu'on a beaucoup besoin de réactivité cette fois-ci pour faire en sorte que l'argent ne retourne pas. C'est 2013-2014. D'accord. Il y a la solidarité, mais il y a également la géopolitique. La géopolitique fait que vous ne pouvez pas déplacer un pays et le mettre à la place d'un autre. Là, je reviens aujourd'hui de Tombouctou, par exemple. Ce qui est frappant quand vous discutez avec les soldats de Burkina Faso, puisqu'ils sont de la MISMA et qui sont à Tombouctou, ils vous expliquent clairement, écoutez, si nous on ne vient pas au Mali, on vient d'abord, c'est vrai, parce que nous sommes des frères, mais on vient parce que si ça se passe chez vous, demain, ça peut également se passer chez nous. Donc, il y a eu la solidarité des pays voisins, mais je voulais insister sur le caractère géopolitique de la situation. Et terminer en disant, comme le disait Alexis, que le drame dans nos pays, c'est que nous n'avons pas, enfin il y a de l'argent qui est mobilisé, mais nous n'avons pas forcément les projets dans lesquels il faut financer cette sorte. Quand il y a des projets, la lourdeur n'est pas administrative, elle est plutôt comportementale. Le plus souvent, quand il y a un pactole, chacun veut gagner sa part. Et c'est pour ça que le taux de décaissement au Mali ne dépasse pas les 47%. Camara, vous l'ajoutez quelque chose? Oui, moi je ne dirais pas qu'il n'y a pas les projets. Il y a les projets, puisque justement l'argent qui Ils sont mal montés, les projets. L'argent qui vient en face de projets donnés. Le problème, Alexis l'a soulevé, c'est l'efficience de l'État. La capacité de l'administration à absorber ces fonds dans les temps impartis et à les gérer bien. Les bailleurs en général continuent de donner lorsqu'ils se rendent compte que c'est bien géré. Lorsque ce n'est pas le cas, ils s'en vont. Voilà le problème. Ok. 3 milliards 250 millions. On s'est essayé à faire le petit calcul. Ça doit faire à peu près 2132 milliards. Peut-être le président il est plus fort en maths que nous. Ça doit faire 2132 milliards. Mais en termes de capacité d'absorption dramée, où est-ce qu'on doit injecter où doivent aller ces sommes-là, puisque c'est le nouveau président qui va certainement en bénéficier. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il est bien parti? Mais oui, il y a d'énormes problèmes. Il y a la reconstruction, quasiment rien n'existe comme infrastructure au nord, on a tout cassé. Il y a les banques qui ont perdu plus de 16 milliards. Il y a toute une économie qu'il faut refaire. Il y a énormément de choses à faire. Et je crois que si c'est bien utilisé, je crois que ce sera une grande bouffée d'oxygène pour le nouveau régime en place. Ce sera la bonne cette fois-ci. On va pouvoir utiliser on n'utilise pas cette somme. On ne fasse pas les mêmes trucs. En tout cas, il y a tellement de pression. Il y a tellement de pression et de conditions sur la manière d'utiliser cet argent qu'on peut penser qu'il sera mieux géré que d'habitude. Cela dit, il y a un programme clair du gouvernement qui indique des projets dans le secteur de la santé, l'éducation, la reconstruction physique, comme l'a dit Dramé. Cela dit, ce qui est arrivé aux banques ne concerne que les banques. L'argent qui est venu le 15 mai à Bruxelles concerne l'État malien. Donc le secteur privé n'est pas concerné, en tout cas directement. Donc on peut espérer effectivement, contrairement à ce que vous avez dit, ça n'est pas le prochain président qui va en bénéficier, mais le Mali. Cet argent seulement sera géré par un prochain pouvoir légitime. Il sera comme le maître de l'alliance. Voilà, c'est ça. Il y a 3,2 milliards donc mobilisés, mais vous savez que le Mali doit mobiliser également 2 milliards. Donc en fait, le plan Marshall pour le Mali, c'est 5,2 milliards. C'est énorme, mais il y avait besoin. Je disais tout à l'heure que je revenais de Tombouctou. Vous avez par exemple dans une école, dans une classe, vous avez 120
122 élèves, et il y a la moitié qui sont assis. Donc dans le domaine de l'éducation, c'est évident. Mais le développement, ce n'est pas le partage des richesses. Le développement, c'est la création des richesses. Et je pense qu'avec ce pactole, si vous permettez l'expression, le rôle du futur président, des futurs responsables, parce que ce ne sont pas les responsables de la transition qui vont, à mon avis, gérer ce pognon-là, le rôle des responsables de la transition, ce serait de pouvoir mettre cette somme. Dans le domaine de la santé, c'est quasiment aujourd'hui le premier poste budgétaire, mais il faut être sûr d'une chose, c'est que qui veut la paix prépare la guerre. Je pense qu'en matière de défense, il y a des besoins. Encore à Tombouctou, j'ai vu des militaires de l'armée régulière qui n'avaient pas de gilet pare-balles. Même les journalistes ont des gilets pare-balles aujourd'hui, et les journalistes, les militaires maliens n'en ont pas. Donc les besoins sont véritablement immenses. Oui, l'autre aspect, à mon avis, peut-être que ça nous donne une chance. Peut-être que les élections sont pour bientôt. On va interpeller tous les candidats et leur équipe par rapport à comment ils comptent gérer ça. Peut-être que ça va donner ça va donner une longueur d'avance. Ça va être une campagne claire. Ça va être une campagne claire sous les enjeux. Ça va être une campagne claire, à mon avis. Oui. Comme l'a dit Alexis, ce sera 4 ou 5 sujets. Tel candidat, je ferai ça dans tel domaine, je ferai ça dans tel domaine. Ce ne sera pas un discours ex-cathédra que les candidats vont réciter au bassin. Mais cette fois-ci, c'est vraiment clair. Nous sommes à un tournant. Nous sommes dans un pays qui sort d'une crise. Il faut gérer le pays. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour gérer ce pays? Mais on dit aussi que la pauvreté est le terreau sur lequel le djihadisme, le terrorisme peuvent prospérer. Est-ce qu'il faut peut-être voir dans ce sens-là? De toute façon, moi, je ne suis jamais d'accord avec les gens sur ce point-là. Parce que j'ai toujours dit que le Nord a beaucoup plus bénéficié de tout ce que le Mali a eu depuis 60 à nos jours. Il y a eu des milliards qui ont été investis au Nord. Malheureusement, ça a été mal utilisé. Comme je l'ai toujours dit, on a créé des situations de rente. On a créé des trucs qui n'étaient pas vraiment très intelligents. Et malheureusement, cet argent a été mal utilisé. Je crois que l'essentiel, pour une fois, il faudrait que, pour qu'il y ait développement, justement, il faudrait que cet argent soit bien utilisé. Il faudrait que ce soit des gars sérieux qui l'utilisent et qui, comment on appelle, qui insistent justement pour qu'un gouvernement sérieux qui insiste pour que cet argent soit bien utilisé et que ça ne soit pas que, comme avant où tout le monde s'est servi. Et malheureusement, c'est le cas. Le Mali, je le disais au début, a bénéficié d'énormément de solidarité. Mais malheureusement, cet argent s'est retrouvé dans les appartements à Paris. Ok, c'est vraiment pas une excuse, hein, Alexis. On a vu des jeunes enrôlés dans le budget ou en Sardine, des jeunes qui étaient sans perspective. Hein. Dans ces conditions, souvent, c'est plus facile de les enrôler, de les exploiter. C'est dit que c'est vrai, la pauvreté sert de terreau au vice et à toutes les déviances. Ça, c'est indéniable. Et comme Serge disait tout de suite, ce n'est pas le développement, c'est pas le partage des richesses. Il faut créer. C'est vraiment la création. Donc, c'est pas en injectant, mais en étant capable de créer des emplois, en étant capable d'occuper les jeunes que on peut les déconnecter d'autres choses. Donc, quelqu'un qui n'a rien à perdre est capable de tout. C'est celui qui s'engage parce que, bon, il n'a rien à perdre, il n'a pas de perspective. Mais quelqu'un qui est capable de fonder une famille, d'avoir un emploi, de se créer des perspectives, va réfléchir, va envoyer ses enfants se faire éduquer, va entrer dans d'autres logiques qui ne sont pas celles qu'on voit actuellement. Ok. Toujours parlant du Mali, le premier tour de la présidentielle se tiendra non pas le 7, mais le 28 juillet prochain. L'annonce a été faite à Bruxelles par le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré. Autre information de taille donnée par le président Traoré, c'est la main tendue du gouvernement au MNLA qui, lui, parle d'autonomie. Dioncounda Traoré et François Hollande affichent leur complicité. François, mon ami, mon frère, répète en boucle le président de la transition. Paris, fort de cette reconnaissance, met la pression pour une présidentielle au Mali avant fin juillet. Pression aussi pour des discussions rapides avec le MNLA. La rébellion Touareg tient encore la ville de Kidal, empêchant là-bas la tenue du scrutin. Je suis sûr qu'au moment où je vous parle, le MNLA est prêt
à s'engager dans un dialogue sincère et profond dans la décentralisation que nous envisageons et qui prévoit des transferts importants de compétences, de responsabilités et de moyens. Je suis certain que le MNLA trouvera son compte. Un émissaire malien vient d'être nommé pour négocier avec le MNLA, une mission complexe. Les rebelles réclament une large autonomie du Nord Mali et pas une simple décentralisation. Pour eux, pas question de laisser l'armée malienne revenir à Kidal. Ce blocage inquiète les pays voisins, en particulier le Niger. Pour Niamey, un scrutin est impensable sans Kidal. Il faut un consensus. Si on veut avoir un accord pour permettre aux uns et aux autres de sauver un peu la face, on peut considérer que, symboliquement, on n'aurait pas besoin de l'armée malienne dans la ville de Kidal intramuros, mais que l'armée malienne se déploie dans la région. Cette élection doit se tenir, martèle le président français, et pour ça, il s'engage. S'il le faut, son armée encadrera l'administration civile malienne à Kidal pour la tenue du vote. François Hollande qui reste toujours intraitable par rapport à cette présidentielle. Mamadou Camara, avant de parler justement de cette élection, mais la main tendue au MNLA, déjà le report de la date du 7 au 28, comment est-ce que vous avez perçu ce report-là? Bon, je l'ai perçu comme beaucoup. On se disait le 7 juillet, c'est trop court. Trop court parce qu'il y a des conditions techniques à remplir avant de pouvoir tenir un scrutin, notamment la fabrication et la distribution des cartes NINA qui vont servir cette fois-ci de cartes d'électeurs. Ça c'est un. Ensuite, il y a évidemment le problème politique de Kidal. Tout le monde l'a dit, comment faire ces élections sans Kidal, si ce n'est pour instituer une partition de fait du Mali. Donc tant mieux si on se donne un peu plus de temps pour remplir ces deux objectifs. Maintenant, pour ce qui est de la main tendue, bon, je crois savoir qu'il y a des négociations qui sont en cours sous l'égide de Ouagadougou entre le MNLA et l'État malien pour aboutir à un compromis qui permette dans un premier temps de faire des élections à Kidal pour ouvrir la voie à des négociations plus larges sous l'égide d'un nouveau pouvoir élu au Mali. D'accord, on va revenir sur la main tendue. Dramé, le report. Le report était, on avait dit que c'était, comme l'a dit, la fois dernière on l'a dit que c'était trop court le 7. 3 semaines de report, je crois que c'est peut-être bon, mais moi, faudrait y aller. Maintenant, une élection sans Kidal, vraiment, c'était pas la peine. Et je suis assez inquiet de la position française de plus en plus que j'ai toujours défendue. Malheureusement, je ne vois pas la raison pour laquelle l'administration malienne ne serait pas à Kidal, d'autant plus que le MNLA n'est pas prêt à recevoir des élections au truc, même quand ils ne le disent pas. Alexis, le report, qu'est-ce qu'on en pense? Bon, moi, ce que je déplore d'abord, c'est les conditions. C'était attendu qu'il y aurait report, mais alors c'est devenu coutumier chez Dioncounda et ça n'a pas commencé par lui. Tous nos leaders ont toujours fait les déclarations à l'extérieur et Dioncounda suit cette tradition. Il faut que ça s'arrête. Et depuis qu'il est là, tout ce qu'il a fait comme annonce importante, c'est toujours à l'extérieur. Les Maliens s'informent sur le Mali par d'autres. C'est pas normal. Ça a commencé, on l'a déploré, on continue. Bon, mais par rapport au report et à la négociation, je pense que ça nous donne encore 2 semaines de répit, ça peut permettre, 3 semaines, ça peut. Oui, tout à fait. Ouais. Par rapport à la forme, il faudrait peut-être une déclaration solennelle, puisque c'est quand même important, le report d'une présidentielle. Lorsque la France annonce les élections présidentielles, on ne l'annonce pas de parti du Mali, on l'annonce en France, à Paris. Dioncounda Traoré doit prendre l'habitude d'annoncer les décisions importantes dans son pays avant de voyager, ou même quand il voyage, il y a un communiqué qu'on peut faire. Donc maintenant, la semaine dernière, il était évident autour de ce plateau qu'on ne pouvait pas tenir les élections le 7 juillet. Vous avez pris la place de Adam Thiam aujourd'hui, on le lui disait en face. Il doit être dans un avion. Et le deuxième tour, en principe, s'il y a un deuxième tour, c'est le 11 août. Et donc le collège électoral sera convoqué très probablement, pas probablement, mais plutôt le 27 mai. C'est une bonne chose de tenir rapidement ces élections-là, mais on ne pouvait pas les tenir du tout le 7 juillet. Maintenant, il faut voir les conditions dans lesquelles les élections vont se tenir, comme le disait Dramé tout à l'heure, dans la région de Kidal. Il est impensable que ce soit l'armée française qui surveille, qui observe les élections dans une région malienne. Ça va faire faux, ça va sonner faux de ne pas voir, ne serait-ce que la police, si vous voulez, malienne, assurer la sécurité
des bureaux de vote, ce sera vraiment dommage. Tout à fait. Sur ce point, le gouvernement avait promis que l'armée sera à Kidal avant le 15 mai. Elle n'y est pas, le délai est dépassé. Est-ce que ce n'était pas plus cohérent de venir à la télé pour dire humblement, c'est nous qui avons annoncé que nous serons à Kidal le 15 mai, on ne l'est pas, mais là on ne dit rien, on laisse les malins spéculer encore, on ne sait pas ce qui se passe à Kidal, Alex. C'est dommage, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de déclarations pour dire le 15 mai nous serons à Kidal, on n'y est pas. On ne sait pas pourquoi. En tout cas, officiellement, rien ne nous a été dit pour dire pour telle raison nous n'avons pas été à Kidal, premièrement. Deuxièmement, si vous voyez l'évolution du langage, on a dit pas d'élection avant Kidal, l'armée à Kidal. Ensuite, on dit l'administration à Kidal. On a arrêté de dire l'armée à Kidal, maintenant on parle d'administration. Et c'est l'administration, l'armée française qui va encadrer. Et je pense que l'autre aspect, je ne sais pas si on va y revenir, c'est qu'on se focalise sur MNLA qui n'est plus d'actualité. Tout à fait. Je voulais rappeler ça d'ailleurs, parce que si vous parlez de négociations avec le MNLA, il va falloir faire aussi des négociations, engager des négociations avec le Haut Conseil de l'Azawad, qui s'est réuni encore aujourd'hui, et désormais le MIA, qui était le mouvement islamique de l'Azawad, qui est une dissidence de groupe en Sardine, a rejoint le Haut Conseil de l'Azawad, qui est devenu le Haut Conseil de l'unité de l'Azawad, à compter de ce dimanche. Mais plus important, c'est que le patriarche, le chef des Iforas, des Touaregs de la tribu des Iforas, le vieux Ntala, est le président du Haut Conseil de l'unité de l'Azawad aujourd'hui. Donc si vous allez négocier avec le MNLA, qu'est-ce que vous allez faire avec le désormais Haut Conseil de l'unité de l'Azawad? Donc ça fait un peu désordre tout ça. Je pense qu'il faut nommer un médiateur ou chargé de mener les négociations avec l'ensemble des groupes armés qui sont dans le nord du Mali. Ok. Dramé, est-ce qu'il ne fallait pas être d'abord présent à Kidal pour faire une main tendue au MNLA? Puisque comme ça, on a l'impression que l'armée, on est en train de négocier l'arrivée de l'armée à Kidal. Avant d'entrer à Kidal, on fait la main tendue. Non, ce n'est pas normal qu'il se déroule des élections dans un État avec un groupe armé. De facto, ça veut dire que c'est une occupation. C'est des gars qui revendiquent l'autonomie. Si la France, de bonne volonté, veut qu'il y ait des élections et que veut qu'il y ait la paix, mais bon Dieu, pourquoi l'armée française ne les désarmerait-elle pas? Ce serait beaucoup plus simple, les cantonner et puis laisser à ce que les élections se déroulent. Maintenant, toutes les négociations, enfin tout ce qui peut être négociation, peut se faire après. D'accord. Toujours par rapport à l'équation Kidal, on ne comprend vraiment pas. Il y a beaucoup de non-dits, de spéculations. Votre avis, votre point de vue là-dessus? Bon, mon avis, c'est qu'il faut élargir le problème et parler de la question Touareg. Il y a un problème Touareg au Mali, il y a plus largement un problème du Nord Mali. Moi, je ne peux pas croire que l'on puisse régler ce problème-là en le temps imparti qui nous reste, à savoir 2 mois avant l'élection présidentielle. Ça veut dire que ce sera le principal chantier du nouveau président de la République et son équipe dès lors qu'ils seront élus. C'est pour cela que tout ce qui se dit, tout ce qui se passe, tout ce qui risque de se passer pendant cet intervalle qui nous sépare de l'élection présidentielle n'est que compromis. Il s'agit de trouver le bon compromis pour qu'on puisse organiser des élections sur l'entièreté du territoire national et faire en sorte que nos compatriotes Touaregs qui ont pris des armes s'en contentent. Donc le Bazoum, le ministre des Affaires étrangères du Niger, l'a dit, il faut trouver un compromis qui permette aux uns et aux autres de sauver la face avant que l'on puisse faire des élections et qu'un pouvoir élu puisse trouver la solution définitive, durable, au problème Touareg et au problème du Nord Mali. Mais puis des mandats d'arrêt internationaux lancés émis contre des responsables du Mais je crois que la justice continue de faire son travail. Je sais que la justice malienne a demandé récemment, par exemple, à des pays voisins d'aider à appliquer donc ces mandats d'arrêt. Mais si vous me permettez, je reviens rapidement à Kidal pour dire que, effectivement, si vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, les ex-rebelles ivoiriens n'ont pas totalement désarmé avant les élections. Il y a 3 choses. Il y a ce qu'on appelle le DDR. Démobilisation, désarmement et réinsertion. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ils ont plutôt cantonné avant les élections. Donc si on obtient effectivement, comme le dit le jeune Camara, si on obtient un cantonnement des rebelles à Kidal,
mais avec une élection organisée par les 3 structures chargées d'organiser les élections au Mali, c'est-à-dire l'administration territoriale, la délégation générale aux élections et la commission électorale nationale indépendante, pourquoi pas? Et effectivement, je ne vois pas du tout le gouvernement de transition régler dans sa globalité la question de ces rébellions, de cette rébellion au nord du Mali, effectivement. Si on a le cantonnement, à mon avis, ce serait toujours beaucoup. Parce que Kidal, la région de Kidal, c'est 0,5% de la population malienne, mais c'est une question de souveraineté nationale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas faire des élections à Kidal. D'autant plus que moi, la fois dernière, je l'ai dit, il est même souhaitable que ce soit la France qui le fasse, parce que aujourd'hui, si jamais par l'armée malienne rentrer à Kidal, mon frère, ce sera du génocide. Et ce qui n'est pas souhaitable. Donc, je crois que le plus important, mais après ce qui s'est passé à Galog, je ne pense pas que ça soit... je pense qu'il y a quand même eu une ce qui est sûr et certain, il serait souhaitable que la France vraiment cantonne les MLA, les désarmes, les cantonnes. La France, il y a la MISMA qui est là. La France, c'est la France qui est à Kidal. Lorsque les Nigériens sont à Kidal, ils font plus maliens, je suis désolé de parler comme ça, que si c'était des troupes. Mais qu'est-ce qu'il y a à Kidal? Qu'est-ce qu'il y a à Kidal, cher? Ce sont les Français qui sont partis. Il y avait les Tchadiens qui sont partis. Il n'y a que la France. Maintenant, si on peut les cantonner pour qu'on puisse faire les élections, mais tant mieux. Ce sera, comme l'a dit Bassoum, un compromis et tout le monde se verra la face, quoi. Ok, Camara. Oui, non, moi je suis désolé. Qui ne semble pas d'accord avec c'est très grave ce que vous venez de dire. Vous venez de dire que si l'armée malienne rentre à Kidal, il y aura un génocide. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est sûr. Ça fait des mois et des mois que chacun se bat, la société civile, le gouvernement du Mali, la communauté internationale, pour conscientiser les gens, expliquer que certes il y a eu des problèmes, mais on ne doit pas se venger, on doit comprendre que nous sommes tous maliens et qu'on va dans le même sens. Et vous êtes en train de nous dire... Je vous dis non. Je vous dis qu'aujourd'hui les autorités du Mali et l'état-major de l'armée ont compris qu'il y avait un problème et qu'ils feront le nécessaire. Vous allez réagir très rapidement avant qu'on ne passe au prochain point. Non, vous venez de dire que si l'armée rentre à Kidal, il y aura un génocide. C'est ça que vous avez dit. Alors les états d'âme et les actes, c'est pas la même chose. Donc il y a un sentiment de revanche qui c'est sûr et certain, c'est ce qu'on veut. Absolument d'accord, mais que ça aboutisse à un génocide, non, attention. Peut-être que des tueries, mais simplement. Déjà, on a l'avantage que on a 700 hommes qui vont finir la formation début juin. On espère qu'ils vont être déployés sur le terrain, qu'il y aura un effet démultiplicateur déjà avant les autres. Donc, non, je pense que l'enjeu est à d'autres niveaux maintenant. Il s'agit franchement de faire en sorte qu'on ait des élections sur tout le territoire. Et la seule solution pour tout le monde, c'est peut-être de cantonner les... Serge, des arguments, là. D'accord. Ça me gêne profondément. Mais là, c'est à la base de ce qui s'est passé avant. Nous faisons que dire la vérité. Ok. Aujourd'hui, si le Mali a des problèmes, on va blâmer Serge Daniel. Est-ce que Monsieur Dramé, concluez sur ce point très rapidement. Je voulais juste dire, Serge Daniel, l'état d'âme dont parle Dramé, est-ce que c'est pas un des enjeux, l'une des missions de la commission dialogue vérité de l'ensemble des Maliens pour que ce qui s'est passé à Aguelok, que les Maliens peut-être essaient pas d'oublier, mais d'aller au-delà de ça pour qu'il n'y ait pas un retournement des situations semblables. C'est un état d'âme aussi. C'est tout à fait normal. Le rôle de la commission, c'est un défi. Le rôle de la commission dialogue-réconciliation, c'est effectivement un défi. Mais pour le moment, vous savez que c'est une commission qui est en panne. Vous voyez les membres de la commission qu'on appelle les commissaires qui n'ont pas de véhicule. On se propose de prendre un bus pour aller les ramasser comme si c'était des écoliers. Il faut donner des moyens aux organes qu'on crée pour régler les problèmes du Mali. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Dramé, c'est un état d'âme, mais on pense que les militaires maliens au niveau de Kidal vont être beaucoup plus humains, ne vont pas retourner l'appareil à ce qui s'est passé à Aguelok. Alexis, pour revenir sur un autre point, on parle beaucoup d'insuffisance de la décentralisation ces derniers temps pour justifier la main tendue au MNLA. Est-ce que c'est opportun? Non, si vous avez déjà vu la subtilité de langage, je pense que John Kunda a campé le décor des négociations. Pendant que les uns parlent d'autonomie, il a dit dans la décentralisation, on trouvera les solutions. Donc, et effectivement, tout sera de faire le check-up de cette décentralisation, de voir qu'est-ce qui est améliorable là-dedans. C'est-à-dire, nous avions l'avantage d'avoir un système de décentralisation assez avancé
mais on l'a toujours déploré, les moyens, c'est-à-dire qu'il y a eu transfert de compétences sans transfert de ressources, ce qui avait plombé un peu notre système de décentralisation. Je pense qu'on a effectivement l'opportunité, avec cette question, de faire en sorte que ça soit une réalité aussi bien au niveau des... J'espère que le ministre aussi ne nous écoute pas, parce que bon, généralement on a l'habitude de dire c'est l'un des spécialistes de la décentralisation au Mali. Le véritable problème, c'est qu'effectivement vous avez eu des transferts de compétences sans transfert de ressources. Si vous allez dans une région de Kidal pour un projet par exemple de l'État, vous êtes obligé de revenir à Bamako ici pour soumissionner, si vous voulez. Donc effectivement, la décentralisation, je suis tenté de dire qu'elle est plutôt en panne au Mali. Enfin, il y a une panne, il y a des couacs, il y a des ratés qu'il faut pouvoir revoir assez rapidement. Ok. Oui, il y a un point évoqué dans le reportage et dont on n'a pas parlé, c'est la nomination d'un émissaire du gouvernement du Mali pour négocier avec les groupes armés, notamment le MNA. Il s'agit de Tchébilé Dramé, qui est une personnalité éminente de ce pays. Simplement, je rejoins Serge, on ne comprend pas pourquoi cette nomination, alors qu'il y a une commission qui a été mise en place il y a 15 jours maintenant, et dont c'est le rôle d'aller négocier. Alors pourquoi on n'a pas intégré Tchébilé Dramé à la commission? Pourquoi ne pas en avoir fait le président? Pourquoi on nomme un émissaire qui est indépendant de cette commission? Moi, je ne comprends pas. Et il y a autre chose qu'il faut éclaircir. Tchébilé Dramé est une personnalité éminente de ce pays, acteur politique, très engagé, qui a beaucoup travaillé sur les questions du Nord, et donc il a sans doute des atouts pour mener cette mission, mais il est engagé politiquement. Doit-il encore être candidat à l'élection présidentielle? Ça, c'est une question à laquelle il faudra répondre. Moi, je me dis qu'il a donné la réponse au président avant d'être nommé. Je sais pas. Il y a une explication de texte à avoir sur la nomination de M. Tchébilé, qui, je l'ai constaté ce dimanche, il parle arabe, ou du moins, il apprend à parler arabe. Et donc, faites attention à ce que vous dites, monsieur. Il avait beaucoup d'atouts. Voilà. Et donc, il y a une explication de texte à avoir pour qu'on n'ait pas l'impression que les uns et les autres se marchent là-dessus. Et la commission, moi je reviens là-dessus, la commission de dialogue et réconciliation n'a pas encore démarré ses travaux. D'accord. Mais moi je trouve qu'il n'y a pas chevauchement ou qu'il n'y a même pas empiètement sur les prérogatives. C'est-à-dire, Tchébilé est l'interface avec le président de la République. Et on sait que pour ce qui concerne les questions du Nord, le parrainat et lui-même ont fait suffisamment leurs preuves. Mais la mission de la commission dialogue et réconciliation va au-delà, parce que là pour 2 ans. C'est ça. Donc je pense que mais effectivement ce que mais je comprends. Est-ce qu'il est candidat d'ailleurs, M. Tchébilé, à la présidentielle? Voilà, ça je comprends qu'il s'inquiète pour ça, parce qu'effectivement mais il peut le faire. Est-ce qu'il pourra faire les mêmes boulots en même temps, être candidat? On va lui poser la question, on va avoir l'occasion de le recevoir. Mais une dernière question sur Kidal. On a vu que le MNLA a un peu atténué sa position, entre guillemets, à partir du 15 mai. Est-ce que ce ne sont pas les 2132 milliards qui ont un peu infléchi leur position, si ça se faisait? Il peut avoir une part du gâteau. Moi, ça fait on va pas revenir là-dessus. J'étais l'un des premiers à dire clairement dès le départ, nous sommes en janvier 2012, que ceux qui se cachaient derrière le MNLA, c'était les islamistes. Les islamistes ont été défaits. Le MNLA n'existe plus à Gao, n'existe plus à Tombouctou. Il y a un embryon de MNLA à Kidal, à côté du MIA, parce qu'à Kidal, je répète, il n'y a ni le MNLA, ni le MIA, mais ce qui domine, ce sont les IFORA, c'est la chefferie traditionnelle. Vous ne pouvez rien faire sans eux. Il ne faut pas oublier Intala, qui aujourd'hui a adhéré, le président du Haut Conseil de l'unité de l'Azawad, qui n'est plus du MNLA, donc ça va être beaucoup compliqué. Mais le MNLA, je crois, à un moment, a vu les rapports de force. Et s'est dit, écoutez, vraiment, allons en dialogue, disons les choses clairement. C'est effectivement pour la première fois que le MNLA a dit, oui, nous sentons des frémissements de la part du gouvernement malien pour discuter. Nous aussi, nous sommes pour le dialogue. Maintenant, il faut savoir avec qui dialoguer. Est-ce que c'est avec le MNLA? Est-ce que c'est le MNLA de l'extérieur? Est-ce que c'est le MNLA de l'intérieur? Est-ce que ce sont les deux? C'est là où ça va être. Vous voulez dire que la main tendue est une bouée de sauvetage pour c'est un mot qui vous appartient. Oui, il y a 2 aspects. C'est-à-dire que le MNLA est beaucoup actionné de l'extérieur. C'est-à-dire, sur le terrain, ce n'est rien du tout. Si vous avez vu il y a des informations récentes qui faisaient état d'un soutien italien, d'un soutien suisse. Scandinave. Voilà,
Mais concrètement et sur le terrain, franchement, n'eût été la France, on n'aurait plus entendu parler des Ménéla. Ok. Dernier point de cette émission, des affrontements opposés ce dimanche aux policiers et salafistes dans la banlieue ouest de Tunis. À l'origine de la tension, l'interdiction par le gouvernement du congrès du mouvement djihadiste prévu à Kérouan, le congrès du mouvement Ansar al-Sharia. On dénombre des blessés et une victime. Des scènes d'émeutes comme celle-ci, c'est ce que redoutait le gouvernement. Les salafistes d'Ansar al-Sharia ont dressé des barricades et les pierres pleuvent sur les policiers. C'est l'interdiction de leur rassemblement annuel dans la ville de Kérouan qui a mis le feu aux poudres. Et faute de pouvoir se rendre dans la ville sainte, les manifestants ont déroulé leur drapeau noir ici, dans la banlieue ouest de la capitale. À Kérouan, justement, les intégristes se sont heurtés à un dispositif policier des plus impressionnants, bloquant l'accès à la cité. Là encore, pierres et gaz lacrymogènes ont volé de part et d'autre sous les murailles de la vieille ville. Si le gouvernement a décidé d'interdire le congrès d'Ansar al-Sharia, c'est officiellement à cause de la menace qu'il représente pour la sécurité. Mais empêcher ces intégristes d'accéder à ce centre spirituel et religieux de la Tunisie est une déclaration de guerre pour le groupuscule. La Tunisie a vu depuis la révolution de 2011 se multiplier les violences orchestrées par la mouvance salafiste. Le parti islamiste au pouvoir, Ennahda, a longtemps été accusé de laxisme, mais a dernièrement durci sa position. Ansar al-Sharia, presque une homonymie avec Ansar el-Din. On va voir sur les images qui vont apparaître, si les réalisateurs le permet, voilà des drapeaux noirs qui ressemblent à ceux d'Ansar Din qui étaient hissés à Tombouctou, Gao, Kidal, voilà, Adama Dramé. Ça vous fait quoi de voir ce drapeau qui s'internationalise? Moi, il y a 2 ans, on avait dit ça, que les spécialistes, bien sûr, pseudo-spécialistes en matière tunisienne, en matière libyenne, en matière d'action occidentale, de faire très attention. On parlait de l'instauration de la vraie démocratie en Tunisie, on parlait de droits de l'homme en Libye, on parlait de trucs un peu partout, mais voilà les résultats. Aujourd'hui, c'est vrai que Ben Ali était un dictateur, mais je ne pense pas que les Tunisiens vivent mieux qu'avant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Tunisie après la révolution islamique? Aujourd'hui, c'est la conquête du pouvoir, c'est l'installation de la charia que ces gens-là veulent. Et je ne pense pas qu'on puisse les arrêter. Il faudrait, d'autant plus que le président actuel de Tunisie s'était fait élire justement par ces gens-là, qui le prenaient pour un islamiste, mais qui quasiment s'est démarqué après la prise du pouvoir. Mais ces gens-là sont dans cette dynamique-là et je crois qu'ils vont insister, ils feront tout pour avoir réellement le pouvoir et imposer la charia un peu partout en Tunisie. Camara, la révolution, au Maghreb, elle a été récupérée. On a l'impression qu'il y a une justification a posteriori du régime Ben Ali. C'est-à-dire que Ben Ali, pendant plus de 2 décennies, je crois, a eu une mainmise très forte sur le pouvoir face à la Tunisie en disant on éteint, on laisse pas les gens manifester, on laisse pas telle partie de mouvance islamique se créer parce qu'il y a un risque de glissement vers l'extrémisme et vers l'intégrisme. Et aujourd'hui, il y a eu des élections libres et démocratiques qui ont été remportées par un parti islamique et on aboutit à ça. Donc quelque part, il y a une justification a posteriori de ce qu'il y avait à l'époque sous le régime Ben Ali. Alexis Kalambi. Finalement, je pense que on prend la question du mauvais bout. Je m'explique. De partout, on a vu, en fait, l'islam où un certain islamisme est brandi en épouvantail. Alors, tout le monde est unanime pour dire que ces violences ne sont pas musulmans. Ces comportements ne sont pas édictés par le Coran. Alors pourquoi on ne va pas au débat? Parce que finalement c'est toujours action-répression, action-répression. Je pense que argument contre argument et publiquement peut-être qu'on aboutira à quelque chose, mais là ce n'est pas en fuyant le débat, chacun en se gardant, ils ne sont pas musulmans, et eux en disant votre comportement n'est pas musulman, qu'on parviendra à une solution. Je pense qu'il faut
qu'il faut qu'il y ait un débat sur le Coran, que chacun accepte. Effectivement, ils n'ont pas d'explication théologique à leur comportement. Voilà. Ansar al-Sharia existait, il y avait un groupe puisque dans le nord du Mali qui s'appelait Ansar al-Sharia. Donc c'était l'effet domino dans tout le Maghreb. Ce que moi je retiens de ces manifestations et de l'intervention des forces de l'ordre, c'est que dans toute démocratie, on doit avoir le droit d'interdire également. Okay. Oui, Kamara qui voulait ajouter quelque chose. Ensuite, Alexis, il dit on va discuter sur la base du Coran, mais ça me paraît difficile dans la mesure où chacun interprète le Coran selon sa propre sensibilité. Donc c'est un débat sans fin et on se mettra jamais d'accord. Théologique à notre comportement. Il y a une Malienne, Anan Keita, qui vient de faire un petit essai. Et si on relisait le Coran, mais extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle a des arguments pour démonter tout ça. Donc je pense que d'autres auront des arguments dans le sens inverse. Donc oui, mais c'est-à-dire que le dialogue est un exutoire. C'est-à-dire que le dialogue... Tout à fait. Mais quelque part, le dialogue se fait à travers la démocratie, à travers les urnes. Et ce dialogue a eu lieu en Tunisie et les islamistes ont gagné. Donc qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Les empêcher de gouverner? En tout cas, ce qui est paradoxal, c'est que c'est même ce parti politique Ennahda est aujourd'hui débordé par des mouvements encore plus intégristes, notamment les salafistes. Justement, il y a eu un précédent en 1992. Le fils d'Abbassi Madani avait remporté les élections en Algérie. On l'a empêché de... Et je crois que à la lecture de ce qui se passe depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, moi, je lui donne raison. Parce que ça va peut-être empêcher ce mouvement de s'épandre sous le Maghreb à l'époque, et c'est cette histoire-là qui commence à reprendre. Moi, je l'ai dit que c'est un problème théologique. En fait, c'est un problème religieux, c'est le sunnisme contre le sunnisme qui continue. Et qu'aujourd'hui, ces gens-là ont énormément d'argent et ils veulent envahir le monde. Et les islamistes, et tout ce qu'ils disent, ne peuvent pas l'expliquer théologiquement. Ils n'ont pas d'argument. Serge Daniel, en voyant le drapeau noir et en se rappelant que Ansar Sharia était un moment au nord du Mali, on est plus surpris d'apprendre que dans les grottes, dans la frontière entre l'Algérie et la Tunisie, la police, l'armée est tentée de débusquer certains revenants du Mali. Ah oui, moi ça ne m'étonne pas du tout. Et le défi que nous avons dans le Maghreb, dans tous les pays du Maghreb aujourd'hui, c'est ça. Vous les retrouvez en Libye, ils viennent au Niger, ils viennent au Mali, ils viennent en Tunisie. Et alors, ils font la connexion avec le Nigeria, la secte Boko Haram. Donc forcément, à mon avis, le danger qui guette aujourd'hui cette zone-là, c'est un islamisme rampant. Voilà. C'est ça, Tunisiens qui sont jusqu'en Syrie. D'accord. Moi, 91, ça date pas d'aujourd'hui, j'étais étudiant. Étudiant quoi en journalisme. Étudiant en journalisme, moi j'ai été en Algérie, en Tunisie, sur le campus en Algérie et en Égypte. Il y a un membre de notre équipe technique qui est né justement en 91. Ah ben voilà, ça ne me rajeunit pas. Donc, alors il y avait sur le campus ces groupes naissaient, les frères musulmans. Alors c'était les examens, c'est eux qui accueillaient les étrangers, qui s'occupaient de restauration, d'hébergement, le temps endoctrinement et le temps qu'ils se consolident. Donc au début ils acceptaient tout, mais dès qu'ils se sont sentis forts, ils ont commencé à imposer leurs lois. Donc je pense que les gouvernants doivent être assez vigilants dès le départ. Ici on en a beaucoup, on a les pieds nus, on a plein de trucs comme ça qu'il faut essayer de comprendre, de discuter, mais je reste convaincu que la vertu qui les aident, parce que en réalité, comme je l'ai dit, ils se disent souvent spécialistes en ceci, spécialistes en cela. En réalité, c'est les gens que les pouvoirs occidentaux consultent ne connaissent rien. Je prends un exemple très banal rapidement. J'ai eu à rencontrer un Français qui disparaît sous le Mali. On lui demande qu'est-ce qu'il pense de l'intervention de la présence des islamistes au Mali. Il a dit non, c'est pas la peine parce que le Mali est à 100% sunnite. Je lui dis non. C'est parce que nous avons le musulman malien mais pris dans n'importe quelle mosquée. Il ne cherche pas à savoir si c'était une mosquée sunnite ou chiite. Donc, quand des gars comme ça se disent spécialistes et qui poussent même des fois les Occidentaux à intervenir comme en Libye, à intervenir comme en Syrie, je dis non.
Il faudrait que maintenant que les gens s'arrêtent et qu'on commence à réfléchir. Ok, c'est religieusement que prend fin ce numéro du débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nous recevions Mahamadou Kamara. On va continuer le débat juste au sortir du studio. Voilà, nous recevions Mahamadou Kamara du journal du Mali.com, Alexis Calambri des Échos, Adama Dramé du Sphinx et Serge Janel, journaliste écrivain. Merci de l'avoir suivi et à dimanche prochain.